IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un entretien ce soir avec Céline Sommer. Oui. Bonjour. Bonjour. Médium guérisseuse pour son livre aux éditions Favre, Envie, ENVIE, enseignement du monde spirituel. Vous êtes la médium du documentaire et du livre Médium d'un monde à l'autre, qui est un documentaire de Denise Gillian. C'était en quelle année, Céline Sommer? C'était en 2011 qu'il est sorti, mais nous avons mis un petit moment pour le faire. Donc pour moi, c'est une aventure qui était entre 2009 et 2011, mais la sortie est en 2011. Donc vous êtes suisse? Oui, je suis suisse. Vous avez eu des problèmes de santé étant jeune? Je n'avais pas vu ça sous cet angle, effectivement. Je pense que vous faites référence au fait que j'avais une surdité partielle. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai entendu à 40%. Et c'était pas du tout perçu comme un problème de santé. C'était pas perçu du tout d'ailleurs, ni des autres, ni de moi-même. Il s'avère qu'un jour, ma maman a vraiment réalisé que je ne l'avais pas entendu, ça l'a inquiétée. Elle m'a emmenée chez un médecin et 15 jours après, j'étais opérée, j'entendais à 90%. Les soucis de santé, si je peux mettre ça là derrière, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu beaucoup de douleurs aux oreilles, causées par mes oreilles jusqu'à ce moment-là, oui. C'est pas des choses que vous vouliez pas entendre? Sûrement que oui. Ben oui. Attends, j'arrive ici avec des compétences qui me permettent de ressentir ou de comprendre plus ou moins ce que dit le monde spirituel. C'est quand même beaucoup plus doux que l'humain. Alors oui, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Mais il faut maintenant, à mes 47 ans, que je regarde derrière, après votre question, et puis je me dise, est-ce que tu voulais pas entendre quelque chose? Oui, sûrement que oui. Lesquels? Je pourrais pas les nommer, mais... Donc vous entendiez pas des voix? Non, je n'entendais pas des voix, pas forcément. C'était plutôt de la clairvision. Et vous savez, le monde spirituel, moi, j'ai pas une clairaudition comme si j'entends quelqu'un, comme si vous me parlez. J'ai la clairaudition, de temps en temps, j'ai un son. De temps en temps, j'ai un chiffre. De temps en temps, j'ai un mot. Mais c'est jamais une phrase complète. Et c'est pas le point fort de ma partie médiumnique. De 12 ans à 21 ans, vous dites que vous étiez dans la colère et que vous mettiez les chemises militaires de votre père. Oui, c'était très drôle. Même lui, il était très très surpris de ça. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai commencé d'entendre. Et il m'a fallu entrer dans un rythme social qui n'était pas le mien, que j'avais pu éviter jusqu'alors, vu que j'étais partiellement sourde. Et là, par contre, j'entendais. Et il fallait que je fasse ce qu'on attende de moi, et il fallait que je suive un rythme. Et je me vois très bien augmenter ce rythme qui n'était pas le mien. Ça m'a mis dans une colère folle, aussi parce que j'étais dans un environnement très doux et très bienveillant dedans moi. C'est l'église Saint-Sulpice. Donc c'est l'église Saint-Sulpice, celle maintenant qui a détrôné un peu Notre-Dame. Oui, dans la colère, parce que aussi j'étais dans un monde intérieur de bienveillance et tout à coup... C'est les cloches de midi. C'est les cloches de midi. Il est midi là, non? Ouais, c'est ça. On va attendre. Mais oui. Alors, de 12 ans à 21 ans, vous étiez dans la colère, vous mettiez les chemises militaires de votre père. Oui, dans la colère, parce que tout à coup, j'ai entendu... Et il m'a fallu m'adapter à une vitesse qui n'était pas la mienne, qui était très difficile pour moi. C'était plus agréable finalement de vivre avec cette surdité partielle. J'avais l'habitude en tout cas de vivre avec cette surdité partielle qui me faisait m'obliger à comprendre ce qu'on attendait de moi et saisir les choses, plutôt qu'on me dise « vas-y fais ci, vas-y fais ça ». C'était vraiment une vitesse qui n'était pas la mienne, donc ça m'a mis en colère parce qu'aussi j'ai dû m'adapter au fonctionnement social qui m'entourait, qui n'était pas le mien. Et au bruit. Au bruit, alors j'y ai même pas jamais pensé, mais au fonctionnement social, ça c'était percutant pour moi. Et alors du coup, à un moment donné, j'étais dans la colère, ouais. Puis alors, j'ai décidé de faire un apprentissage de coiffeuse, ça vous donne une idée, et voilà, tout ce qui était moderne, que ce soit dans les cheveux, que ce soit dans les habits, choses comme ça, tout me plaisait. Et c'est vrai que les chemises militaires de mon papa, je les ai toutes finies, en les customisant, coupant,
réadaptant. Je trouvais ça vraiment super chouette. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était tout à fait d'actualité que les filles piquent les chemises militaires de leur papa. Et les pulls aussi. C'était les pulls. Alors, puisqu'on parle du père, vous avez le papa de votre petite amie qui décède à 44 ans. Oui. Et c'est là où vous avez le premier contact? Oui, j'ai 21 ans alors, 21 ans. Et c'est là où j'ai vraiment un premier contact conscient. C'est juste incroyable, quoi. Son épouse nous téléphone, il va pas bien, il est sur le canapé, elle ne conduit pas, on est 2 villages avant, on saute dans la voiture, on se rend là où ils habitaient. Et là, dans le chemin, mon ami qui va très très vite, parce que bien sûr, sa maman avait un ton inquiétant, donc il va très vite. Et quand on arrive à peu près à mi-parcours, j'ai son papa qui me parle. Là, je suis un peu décontenancée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est ta tête, ma grande. Ça n'a rien à voir avec un... Je ne savais même pas que le contact médiumnique existait. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais avec une vraie franche certitude intérieurement de douceur, de bienveillance, de quelque chose de très doux. Et il me dit, il faut qu'il ralentisse. Donc je lui dis, tu sais... je crois pas que si on arrive là-bas pas entier, on va rendre service, donc il faut qu'on ralentisse. Et effectivement, il ralentit, on arrive là-bas. Et moi, j'avais une certitude qu'il était plus de ce monde. Et sa maman accueillait en même temps que nous, peut-être 2 minutes avant, ils étaient arrivés un médecin et qui attestait du décès du papa de mon ami de cette époque. Vous lui en avez pas parlé dans la voiture? Non, c'était impossible. Ça n'était même pas digéré, c'était juste quelque chose qui m'est arrivé. Il m'a fallu bien du temps pour digérer ça et comprendre ce que c'était. Il m'a même fallu commencer de travailler consciemment ma médiumnité pour comprendre que c'était vrai, que c'était lui, qu'il m'avertissait. D'ailleurs, je me souviens que cette soirée-là, j'ai tout pris les choses en main, avec bienveillance et détermination et tout en amour, alors que j'avais jamais participé ou vu quoi que ce soit qui est en relation avec la mort avant ça. À quel moment vous avez rencontré Jeannette Parker? J'ai peut-être 25 ans, entre 25 et 26 ans, parce que je suis allée au collège de Arthur Findlay une année après, et j'avais à peu près 26 ans, donc 25 ans je dirais. Et à quelle occasion? Oui. Eh bien c'est un ami qui me dit, dis donc, j'ai une connaissance qui va recevoir une Anglaise qui parle aux morts, ça t'intéresse? Moi, monstre curieux, je dis oui, mais je ne savais pas que ça s'appelait de la médiumnité. Et on allait voir cette dame qui parlait aux morts. En anglais? En anglais. Et comme je ne parle pas anglais, bien sûr, il y avait cette dame qui traduisait. Et ma surprise était que ce qu'elle me racontait dans la consultation, qui était vraiment juste génial, très précis, justement, elle me parlait de ce monsieur, qu'on vient de parler de ce monsieur décédé quelques années auparavant, avec des précisions juste incroyables. Et puis, ma surprise était que je comprenais ce qu'elle disait avant la traductrice. J'avais jamais fait un cours d'anglais dans ma vie. Donc, c'est surprenant. Alors, c'était qui cette Jeannette Parker? Jeannette Parker est une enseignante du collège de Arthur Findlay en Angleterre, à Stansted Hall, c'est à peu près à 1 heure de Londres, 1h10, qui est un ministre de l'Union des spiritualistes anglophones. Et elle enseigne dans ce collège. Et c'est une dame d'une médiumnité de contact vraiment extraordinaire. Elle est encore en vie? Elle est encore en vie, elle pratique toujours. C'est une dame qui a peut-être une 70aine d'années maintenant. Elle se porte comme un charme. Alors vous y allez à ce collège Arthur Findlay? Oui, j'y vais plusieurs fois. J'y vais peut-être pas chaque année parce que de temps en temps, je me dis j'en ai assez encore à intégrer avant d'y retourner prendre un nouveau cours. Mais je vais continuer d'y aller parce que... Et comment ça se passe alors? Alors vous arrivez là-bas, moi j'ai fait, comme vous le savez, je parle pas anglais, donc j'ai fait des sessions francophones. Et après je suivais des cours parce qu'il y a des profs anglais qui viennent donner des cours en Suisse régulièrement et dans différents domaines.
Alors, mais toujours de la médiumnité, mais je voulais dire différents domaines. Ça pourrait être de la guérison, ça pourrait être du contact médiumnique. Je nomme que ceux-là, mais il y a encore plein d'autres domaines. Et puis, donc vous arrivez là-bas, c'est une semaine francophone, donc il y a des traducteurs pour chaque professeur. On va dire, tiens, une semaine type, c'est 8-10 professeurs qui vont proposer chacun leur spécialité. Les élèves, il leur sera présenté ces cours et ils vont déterminer lequel ils aimeraient choisir. Et voilà. Et de temps en temps, il y a la place de le mettre exactement où l'élève a choisi. De temps en temps, il s'adresse à vous, les profs, en disant écoutez, il y a tout le monde qui a voulu faire le même cours. On a dû un peu vous dispatcher. On vous propose autre chose. Alors vous aviez choisi quoi? Eh bien, j'en ai choisi, je peux presque dire chaque fois un autre. Hein. J'ai choisi du chamanisme, qui me parlait beaucoup. J'ai choisi de la médiumnité de contact et j'ai choisi de l'art médiumnique et aussi de la trance et transguérison, transparler. Je dois dire que la trance avancée, c'était avec Stephen. Avec Stephen Upton, oui. Il faisait partie du même collège. Oui, alors c'est aussi un ministre de l'Union des spiritualistes anglophones. Et Stephen Upton, lui, donnait effectivement des cours de trance, transguérison, transparler. Et c'était, je pense, au début que j'allais au collège, je ne connaissais pas tout, mais pour moi, c'était quelqu'un qui était sûrement très avancé et très... C'est toujours le cas, hein. C'est vraiment un super médium de guérison, de transe, il est juste fabuleux. Alors j'avais envie, comme tout le monde, d'aller suivre un cours chez lui, sauf que chez lui, il prenait des transes avancées, comme vous avez dit. Et alors, quand j'ai sélectionné mon cours, bien sûr, j'ai choisi la transe qui n'était pas avancée, puisque je n'en avais jamais faite. Mais Janet est venue me voir en me disant « Écoute Céline, on a bien discuté, on t'a mis chez Steven. » Wow, j'étais trop contente d'aller chez Steven. Et donc, c'était exactement ce que j'avais envie de faire, donc ça tombait parfaitement bien. Alors, vous avez avancé jusqu'où dans cette transe, dites-moi, Céline Sommer? Ça s'est plus jamais arrêté. Ça fait bien une quinzaine d'années maintenant que je fais de la transe. Transparler et transguérison, ça veut dire que j'entre dans un état de conscience modifié plus profond que la médiumnité. On va parler de paliers. Si on se parle maintenant, on est à 15-18 Hertz dans notre cerveau. Si je fais de la méditation, mes Hertz diminuent. Si je fais de la transparler, elles diminuent encore. Si je fais de la transguérison, elles sont vraiment très basses. Voilà à peu près les paliers, comme ça vous donne une idée. Mais on peut faire de la transe en augmentant les hertz de son cerveau. Si on arrive à 30 hertz en chantant, en dansant, on peut aussi faire de la transe, bien sûr. Et là, on vibre. Alors, quand vous dites quand on augmente? On vibre. Alors, quand on augmente, j'imagine qu'on vibre. Je n'ai jamais fait de transe en augmentant les hertz de mon cerveau. Je ne sais faire que de la transe en diminuant les hertz. Et donc, ça ne vibre pas? Ah si, ça vibre très Ça fort. vibre aussi. Ah oui, mais seulement celui qui vous regarde, il a l'impression que vous êtes en train de dormir. Et vous aussi, dans votre corps, vous êtes d'une tranquillité, d'une stabilité parfaite. Okay. Pas parfaite, qui s'approche du parfait. Dans ce collège Arthur Findlay, on vous dit que vous pouvez être soit médium pour les contacts avec les défunts, ou soit médium guérisseuse. Exactement. Et moi, c'est impossible, parce que ces deux chemins se font en quinconce. Une fois, je fais de la guérison, et ça m'intéressait pas du tout de dialoguer avec les défunts. Finalement, j'ai commencé de faire du dialogue avec les défunts. Bah tiens, ça m'a amélioré la guérison, ce qui m'a amélioré le dialogue, et ce chemin, il ne s'est plus jamais divisé. Donc, j'avais pas envie de choisir. J'ai été divisée une fois par une professeure en Angleterre qui avait pas compris combien c'était entrelacé ces deux techniques dedans moi, et qui m'a dit mais il faudrait que tu choisisses. Et finalement, on n'a pas choisi parce que j'y arrivais pas. Et un prof quelques années plus tard me dit Céline, je suis tellement contente que t'as pas choisi. Et il m'a vraiment rassemblé ces petites pièces du morceau qui avaient été divisées. Je me souviens que ça m'avait fait du bien qu'il m'ait dit ça. Alors après, vous allez voir un Dominique Rankin, c'est ça? Oui. C'est un chaman qui vous dit que c'est le prof qui choisit son élève. Tout à fait. Et pas l'inverse. Dominique Rankin, c'est plus canadien, non? Alors Dominique Rankin est un chef héréditaire algonquin, des Algonquins, qui est une nation, un peuple amérindien, qui à peu près à 1 heure en dessus de Montréal et jusqu'en Abitibi. Ils ont un territoire assez grand finalement, avec d'autres ethnies qui se mélangent. Et Dominique Rankin est un chef héréditaire qui a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans
encore comme les Amérindiens, comme on les imagine dans des tipis nomades. Avec les plumes sur la tête. Avec les plumes sur la tête, et je peux vous dire qu'elles sont jolies. Hein. Mais seulement, ne l'appelez pas chaman. Ils n'aiment pas qu'on les appelle chaman. Ça, c'est populaire chez nous, c'est pas populaire chez eux. Pour eux, le chaman, c'est celui qui travaille avec des mauvaises énergies. Le chaman, c'est surtout alors, lui, comme tous les chefs héréditaires, tous les chefs sont des hommes médecine. Et ça, c'est leur grand travail d'apprendre à être un homme médecine. Et ce que nous, on appelle le chamanisme, c'est d'intégrer toutes ces énergies. Tout à coup, il va travailler avec des énergies d'animaux ou de plantes, il les intègre, il les connaît, il les comprend, il sait comment travailler avec. C'est un peu comme si je rentre en méditation profonde, comme si je rentrerais en contact avec l'énergie d'une plante, que je comprends ses molécules, de quoi elles sont faites, à quoi elles peuvent travailler, et j'apprends. Mais par exemple, moi, avec l'eau, ça fait 4 ans que je travaille avec l'eau, mais je pense que j'en ai encore pour beaucoup, beaucoup d'années. Alors, vous travaillez avec l'eau, ça veut dire quoi? Quelle eau? Celle qui est à l'extérieur ou celle de notre corps? L'eau, on parle de l'eau tout court. Et l'eau, c'est le 80%, plus du 80% de tout ce qui vit. Alors, en ce moment, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que moi, je travaille à bien intégrer l'énergie de l'eau pour bien comprendre tout ce qu'elle peut faire. Et bien sûr, après, il y a l'eau douce, il y a l'eau salée, il y a l'eau de pluie, il y a l'eau des rivières. Et puis, tout ça, il y a la nôtre. Il y a la nôtre, il y a celle de chaque être qui vit. C'est à l'infini. Donc, 4 ans, c'est rien du tout. Là, je suis encore un bébé. Alors, vous êtes médium à 100%, vous vivez de ça depuis 2011. Oui. Parce qu'au départ, vous aviez 2 professions. Oui. Et depuis 2011, donc ça fait 8 ans. Oui. Vous ne vivez que de ça. Oui. En fait, Denise Gillian s'est approchée de moi pour faire un film documentaire qui s'appelle Médium d'un monde à l'autre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et comment il vous a connu, lui? Alors, elle, Denise. Alors, en fait, Denise, c'est pas... elle a testé une 50aine de médiums. Et puis, un jour, elle est entrée dans mon cabinet en me disant, voilà, j'ai testé 50 médiums, c'est vous que j'ai choisi pour faire un film documentaire. Moi, je me suis dit, elle est folle, c'est pas possible. Et au départ, vous ne saviez pas qu'elle venait pour ça? Non. Et puis, en plus, je me souvenais pas qu'elle était venue faire une consultation chez moi. Donc, voilà. Et puis, quand même, quelques secondes après, je le dis, ça allait très, très vite. Je me suis dit, attends, Céline, elle entre dans ton atelier, t'as rien demandé. Et c'est peut-être que tu as quelque chose à faire là. Donc, j'ai répondu favorablement. Donc là, à ce moment-là, j'étais maître socio-professionnel. J'ai refait des études à 30 ans, en fait. Et puis... socio-professionnel, c'est-à-dire vous vous occupiez de quoi? Maître socio-professionnel, ça veut dire que je m'occupais de personnes qui étaient socialement, momentanément en panne. D'accord. Et parce que, si vous voulez, les gens pour qui je travaillais, c'était... des personnes qui nous envoyaient des personnes qui étaient inscrites au chômage ou à l'AI. Et ils venaient dans des ateliers pour soit refaire un projet professionnel, soit pour être accompagnés sur un bout de chemin, en fait, d'accord? Par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre, je pouvais très bien avoir quelqu'un qui avait fait tout à coup un monstre accident et qui pouvait plus faire la même profession qu'il faisait avant, comme quelqu'un qui était en panne émotionnellement, comme quelqu'un qui avait une maladie dégénérative ou... Ouais, c'était voilà. Un sacré boulot quand même. Donc voilà. Et puis donc je faisais ça et puis j'étais vraiment super. Ça me plaisait beaucoup, mais je savais déjà que j'étais une médium. Et donc il a fallu faire un choix en 2011. Oui, parce que ce film documentaire, je me suis dit, Céline, il y a un train qui passe dans ta vie. Est-ce que tu le prends ou pas? Et moi, au fond de moi, je savais déjà que j'étais une médium. J'ai dit oui, je le prends. Et puis vous avez rencontré le père Brune. À cette occasion, on va lui rendre un petit hommage. Ah, le père Brune, vraiment une personnalité que j'ai adorée. Je crois que plus du 90% des phrases qui sortaient de sa bouche étaient que positives. Formulation. C'était juste adorable d'être à côté de lui. Vous n'avez pas pu assister à son enterrement. Non. Par contre, vous êtes allé vous recueillir sur sa tombe. Racontez-nous un peu. Il est au cimetière de Vanves. Alors, je vais vous dire, c'était vraiment fabuleux. J'animais un cours ici à Paris. Et puis je me dis, c'est l'occasion, j'avais une demi-journée libre, c'est l'occasion d'aller faire un petit coucou à François. Et spontanément, j'entends François du monde spirituel qui me dit, mais arrête avec ça. Je lui dis, oui, mais n'oublie pas François que moi je reste une humaine vivante et que j'ai envie de te faire un petit coucou. Et c'est encore ma sensibilité à moi. Il m'a dit, bon, j'ai dit, sauf que je sais pas où tu es.
Alors, je vous parle vraiment spontanément comme on parle nous ensemble maintenant. Donc, je lui parle et je lui dis mais moi, je sais pas où tu es. Et je regarde sur Internet et je trouve pas où il est. Alors, je vois qu'il y a un documentaire où on voit la messe à laquelle qu'il a reçue à son départ. À la nouvelle église orthodoxe qui est en face de la Seine, là. Exactement. Ouais. Et je vois et je me dis, bon, je sais plus combien de temps ça durait la messe, d'accord? Je me dis, bon, alors, comment je vais faire? Oh, ben, je pense qu'à la fin, ils vont dire, on se retrouve au cimetière tel et tel. Donc, j'avance le curseur de ma vidéo. Effectivement, pile poil, je tombe sur, nous recueillerons, nous nous retrouvons au cimetière de Vanves d'ici 3/4 d'heure. Je crois qu'il disait ça. Donc, vous allez au cimetière de Vanves? Oui. Et là, je trouve, c'est tout frais, il vient d'être enterré, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore la stèle et tout ça. Et c'est très difficile de trouver quand il n'y a pas de stèle, hein. Il n'y avait pas un mot, rien. Et finalement, je dis, ok, mais je pense que je vais quand même te trouver. Il y avait un monsieur à l'entrée qui était tout à fait charmant, qui m'a dit, oui, venez, je vais vous accompagner. Vraiment quelqu'un de très chouette. Et puis voilà, puis je suis allée lui faire un petit coucou et j'avais la sensation qu'il me disait, tu sais, même sur ma stèle, il y aura marqué que je suis pas ici. Alors, ça voulait dire, c'est sympa de venir me faire un petit coucou ici, mais ça c'est pour votre sensibilité humaine. Lui, il n'est pas là, il est partout. Oui, mais il y a une sorte d'énergie dans les cimetières quand même, il y a quelque chose. Donc pour ceux qui auraient envie de se recueillir sur la tombe du Père Brune, il est au cimetière de Vanves et vous demandez à l'entrée. Donc il s'était converti à l'orthodoxie quelque temps avant? À peu près une année avant, oui. Et je crois qu'il était plus en accord avec leurs valeurs de ce qui se passait après la mort. Est-ce que là, il a un message à nous envoyer? Ah non, je ne suis pas du tout en contact médiumnique maintenant. Je suis avec vous en train de vous répondre à des questions et pour que je puisse travailler en médiumnité, il me faudrait une bonne vingtaine de minutes. Ce qui était très facile au moment où j'ai voulu entrer en contact avec lui, cette fameuse fois où je voulais aller, puisque je sortais d'un cours et que j'étais pas encore tout à fait déconnectée. Et c'est ça toujours la spécificité, c'est que si je veux faire un travail avec le monde spirituel, eh bien déjà, je ne vais en faire que si on me le demande, et parce que je n'entre pas dans la vie des gens qui ne m'ont rien demandé, et si on me le demande, je prends 15 à 20 minutes pour me mettre en condition, et après je suis prête à travailler alors. Mais voilà, donc ça. En tous les cas, c'était bien qu'on en parle. Oui, c'était chou, parce que c'est un beau petit clin d'œil. Oui, j'adore, il est dans mon cœur. Et puis, il était venu à la radio, donc c'est une très bonne façon. C'est aussi un petit clin d'œil pour vous. Voilà, de faire un clin d'œil. Super. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, où nous parlons de médiumnité, mais aussi on va parler de guérison avec Céline Sommer, qui a publié un livre aux éditions Favre qui s'appelle Envie, en un seul mot, comme une envie, mais avec un grand V au vie, enseignement du monde spirituel. Dans votre enseignement, vous dites, Céline Sommer, qu'on a 3 énergies distinctes, une positive, une négative et une neutre en nous. Oui, alors, je veux être plus clair. Je pense que nous vivons ici sur Terre 3 énergies. C'est pas forcément qu'elles sont en nous, elles sont aussi en nous. Mais ici sur Terre, on vit 3 énergies. Et je dirais que la première, elle est positive, la deuxième négative, et forcément, quand on les met ensemble, elles se neutralisent, donc le neutre. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la même chose avec le monde spirituel. Le monde spirituel est une énergie unique, une unité. Alors imaginez que vous avez un verre d'eau devant vous, que l'eau, c'est le monde spirituel, représente l'énergie du monde spirituel, et maintenant vous mettez une goutte dans cette eau, eh bien elle fait partie intégrante de l'eau. Donc ça veut dire que je ne peux plus diviser cette goutte-là. Elle fait partie intégrante de toute cette eau. Et donc, il y a autant de positifs et de négatifs dans le monde spirituel, mais en un. Et ils ne se neutralisent pas comme sur la Terre. Ils vivent ensemble. Ça fait un neutre, mais pas du tout la même chose, parce que nous, le neutre, quand il se neutralise, le positif et le négatif, ça aplatit l'énergie. Tandis que dans le monde spirituel, c'est vivant. Les deux sont dans la même unité. Les 3 en un? Les 3 en un? Oui, bien sûr, évidemment, oui, je suis absolument d'accord avec vous, oui. Alors vous écrivez à la page 44, parfois j'entends les guides du monde spirituel se dire entre
mets tes habits, ils veulent te voir. Cela veut dire qu'ils comprennent que nous aimons avoir une image d'eux. Est-ce que vous les avez déjà vus? Alors pas tous, hein. Je dois dire par exemple, je travaille avec un guide qui s'appelle Chef Joseph, que j'adore, qui vient travailler avec moi en guérison, et c'est toujours des guérisons très physiques, des ossatures, des muscles, des choses comme ça. Et j'ai mis, je pense, bien 5 ans avant de voir une fois son visage. Et non, je les vois pas tous, parce que parfois quand je les vois, eh bien moi qui suis une visuelle, c'est super, parce que je suis contente, je suis satisfaite, je peux y mettre une image, puis j'oublie de prendre ce qui vient m'apprendre. Alors que si je ne le vois pas, je suis obligée de comprendre cette énergie qui vient à moi, de quoi elle me parle, comment elle arrive, qu'est-ce qu'elle veut faire comme effet, enfin, elle me développe beaucoup plus sans l'image. Ok, donc par exemple, là vous êtes à Paris pour une guérison, hein, pour une dame avec une sclérose en plaques. Donc, est-ce que vous pensez que Joseph va venir pour une sclérose? Je pense en tout cas que c'est le guide idéal dans ceux que je côtoie pour ce genre de situation, oui. Mais chaque fois que j'entre en guérison, eh bien, je veux vous le dire exactement ce que je me dis à moi, dedans moi. Dès que je suis prête à travailler avec le monde spirituel, il faut bien imaginer ça. D'abord, je me neutralise. Ensuite, je me m'ancre à la terre, je me connecte au ciel. Et là, je me sens prête. Et là, je dis à mes guides, ok, maintenant, je suis prête à travailler. Je vous le fais en cours, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, dès que je suis prête, eh bien, je dis au monde spirituel, ok, c'est bon, maintenant on peut travailler. Donc, je me mets à disposition des meilleurs spécialistes du monde spirituel pour cette personne-là, afin que cette personne reçoive la guérison complète dès maintenant, et j'annule toute autre pensée. Ça fait un peu bizarre, dit comme ça, mais ça s'explique. Ce qui veut donc dire que je ne ferme jamais la porte à recevoir quelqu'un de nouveau. J'ai l'impression des fois que je parle comme un chef d'entreprise, j'ai toujours un team de base qui est dans le monde spirituel, dont Chef Joseph, dont une dame, dont un autre, enfin j'en vois 4 ou 5 qui viennent assez régulièrement. Et quand je les vois arriver, je peux même dire, ah, ok, c'est émotionnel, ok, c'est psychique, ok, c'est physique, hein, parce qu'ils ont un peu tous leur spécificité. Mais à côté de ça, je vois d'autres qui arrivent. Si je demande ça, c'est une raison. S'il y a un meilleur spécialiste pour cette personne-là uniquement, je vais me mettre à disposition de la même manière que je me mettrai à disposition de mes guides. Ce qui est très drôle, c'est que quand cette nouvelle personne arrive, ce nouveau guide arrive, eh bien c'est mon team qui dit, ok, alors, toi tu viens travailler pour la première fois avec Céline, je vous la fais un peu comme je le vois. Alors tu peux te placer comme ça tu fais avec elle, ça marche, ça tu peux pas faire avec elle, elle comprend pas. Ça tu peux te placer ici, elle aime, ça elle n'aime pas, c'est eux qui le coachent. Et je peux travailler avec n'importe quel autre guide. Et ça, c'est super intéressant. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, ce qui peut être surprenant dans ma formulation que je vous ai donnée, c'est de dire, je me mets en connexion dans le but que cette personne, elle reçoit la guérison complète dès maintenant, et j'annule toute autre pensée. Ça fait un peu prétentieux, n'est-ce pas? Je veux vous dire, il m'a été donné dans ma vie professionnelle de médium d'une femme déterminée. Il y a une dame qui m'a attaquée. On dit, enfin, tu peux pas dire guérison, déjà c'est punissable, hein. Tu peux pas dire guérison, tu peux dire aide à la guérison. Et vraiment, je me suis dit, elle m'a vraiment remis en question. Je la remercie d'ailleurs parce que j'ai dû faire cette réflexion de me dire, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie, Céline? Est-ce que tu veux être une aide à la guérison? Est-ce que tu veux être la guérison? Et j'ai déterminé une fois pour toutes que s'il y avait seulement une personne qui pouvait recevoir de la guérison complète en venant chez moi dans toute ma carrière, je serais très contente d'être cette personne-là. Et j'ai fait le bon choix parce que j'ai l'impression que ma médiumnité en guérison, elle ne bute pas contre un mur, contre une limite. Je peux continuer d'évoluer. Et je pense qu'on doit déterminer qui on est si on va avancer. Alors, vous écrivez aussi que nos guides ne sont pas nos chers disparus. Non. Donc, ceux qui vous guident ne sont pas des disparus. Pas nos chers disparus, pas mes grands-parents, pas mes oncles et tantes, pas mes amis. Ce sont des personnes qui sont d'une ethnie bien plus ancienne. Je vois des aborigènes, je vois des Amérindiens, je vois des Égyptiens, je vois des Mayas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'est des peuplades qui sont bien plus anciennes et qui, je pense, donc ce que je dis ici, je veux bien sûr être claire. Pour moi, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Je parle seulement des expériences que j'ai faites. Mais pour moi, ce que je vois, c'est que j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, notre âme, elle aura fait toutes les expériences qu'elle peut faire sur la Terre, elle n'aura pas besoin de revenir. Et je pense que des guides, ce sont des âmes qui n'ont plus besoin de revenir sur la Terre.
Ok, on va parler des mauvaises âmes. Vous dites qu'elles n'existent pas, que de fausses croyances prétendent encore qu'une âme peut entrer en nous et nous manipuler. Certains attribuent cela aux bases astrales, entités ayant de basses vibrations, aux âmes errantes, entités qui ne seraient pas dans la lumière, ou encore à la capacité d'incorporation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut être squatté? Non, pour moi pas. Mais après, je sais que je m'attire des foudres en disant ça, hein. Je veux dire, la plupart des gens qui ont déjà vécu ce genre de situation et situations qu'on leur a expliquées de cette manière-là et qu'on trouvait finalement une explication rationnelle pour eux à ce qu'ils vivaient, ils vont être fâchés avec moi. Je leur demande de regarder en arrière et de voir dans quelle énergie ils vivaient à ce moment-là, et aussi de comprendre que tout le monde dans la vie, moi, a la même chose. On peut avoir des moments où on n'a pas envie de porter certaines choses et que c'est bien plus facile de le mettre sur l'invisible que sur du concret. Alors, il se passe réellement des situations, des gens qui se sentent squattés, des gens qui font des choses qu'ils n'avaient pas pensé, pas prévues, et même qui peuvent parler une autre langue, et même avoir, bien sûr, ça c'est des sujets qu'on parle avec François Brune, des stigmatisés. Il faisait des exorcismes, François. Voilà. Non, il faisait pas des non, il n'en faisait pas. Et alors, ou en tout cas, j'en ai jamais parlé avec lui, mais je ne crois pas qu'il en faisait. Lui faisait plutôt des expériences scientifiques sur le linceul, sur le chronoviseur, sur les stigmatisés, sur les morts nous parlent, enfin voilà, d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile à entendre et c'est difficile à expliquer en 2 minutes comme ça sur une radio, mais vraiment, le monde spirituel ne va jamais faire quelque chose que vous n'aimeriez pas dans votre vie. Donc, c'est ces guérisseurs qui vous disent je sens que vous avez des entités, je vous dégage. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense qu'ils font un réel travail, mais qu'ils dégagent l'énergie que la personne, elle a à ce moment-là dans sa vie, et c'est pas une entité. Mais ça, encore une fois, il n'engage que moi. Et je trouve que c'est dangereux, un thérapeute qui dit à quelqu'un, écoutez, vous allez pas bien, vous allez voir un thérapeute. Et puis il vous dit, oh là là, mais vous avez des entités sur vous qui vous squattent. Ouais. Vous imaginez le danger de ça? Ça veut dire que la personne, il y a quelqu'un d'extérieur à elle qui y prend de l'énergie. Et que tant que cette personne d'extérieur à elle, qu'elle ne peut pas gérer, décide de la squatter, elle n'ira pas bien. Alors, moi je dis, c'est faux. Tout le monde a les rênes de sa vie en main. Et oui, des fois, on passe des moments très difficiles, et des fois, on se laisse aller. Et des fois, vu ce qui se passe, ça peut pas être nous qu'on a fait ça. Attendez, soyez raisonnables. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai généré ça. Mais regardez bien en arrière certaines situations, et vous allez comprendre que oui, on a tous notre part. Mais tout ça, ce ne sont que des expériences. Et c'est ça qui est difficile. Il y a des gens qui vont dire, mais alors finalement, j'ai eu des problèmes où j'ai fait une expérience vraiment géniale. Alors j'ai des problèmes où tout va bien. Mais moi je dis plus ça. Moi je dis je fais une expérience. Des fois elle me plaît, puis des fois je la déteste. Et il faut être clair. On ne passe pas que des bons moments, et de loin pas. Mais souvent, quand même, l'expérience la plus difficile, c'est celle qui nous apprend le plus aussi. Si on arrivait juste à savoir que notre âme est venue faire juste une expérience sur la terre, et que pour l'acquérir, on va passer au travers de toutes ces choses-là, des trucs rigolos, des trucs pas rigolos, des trucs lourds, des trucs pas lourds, enfin bref, si on sait qu'à la fin, quand on repartira, tout sera fait, pourquoi retenir ces expériences? Dans quel but? Souffrir? Si on les laisse faire, et il y en a des vraiment pas faciles, mais si on les laisse faire et nous montrer ce qu'elles veulent nous montrer, non seulement on n'allonge pas le problème, on l'étend pas, il se raccourcit, mais en plus, on peut le vivre plus ou moins bien quand même. En plus, ce qui soi-disant nous squatte, ça peut simplement être des gens qu'on a aimés et qu'on n'a pas envie de laisser partir. Alors, je me marre toujours un tout petit peu, mais avec beaucoup de bienveillance. Aussi avec Janet, elle m'a raconté une fois une histoire qui m'a bien fait rire dans un cours et qui me parle. Elle l'a dit une fois dans un cours, ben voilà, c'est l'heure et c'est le jour à laquelle vous rentrez à la maison. Et puis, donc, dans le monde spirituel, ils sont en train de préparer une fête pour dire bienvenue, hein, tu vois, chouette. Ok. Puis vous n'arrivez pas. Vous pensez que le monde spirituel ne va pas s'inquiéter? Si c'était votre enfant que vous avez préparé une fête d'anniversaire, est-ce que vous pensez que vous pourrez, s'il ne vient pas, rester tranquille? Non, vous allez chercher, voir ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas. Donc voilà, c'est une belle image, je trouve, et elle est tout à fait réelle. J'aimerais bien voir
comment une personne de la Terre peut retenir une personne qui part dans le monde spirituel. Moi, je crois que, et c'est toujours ma croyance, et je ne veux pas dire que j'ai la vérité, chacun doit se faire sa propre idée, mais moi, je crois que le jour où on a été conçu, il y a déjà le jour et l'heure à laquelle on repart dans le monde spirituel. Donc, fort de cette croyance, expliquez-moi comment quelqu'un pourrait me retenir sur Terre. À moins que je l'appelle Dieu, cette personne-là. Elle peut vous retenir dans son cœur. Alors, elle ne la retient pas. Elle est en pensée avec cette personne. Donc vous dites celle qui reste sur Terre, on est d'accord, elle souffre de ce départ, elle est dans le chagrin, la tristesse. Et ce qui perturbe l'humain, c'est le manque et tout ça. Mais il n'y a rien qui peut perturber un défunt. Ce qui pourrait éventuellement perturber le défunt, c'est qu'il n'aime pas voir ses proches tristes. Ouais, alors mais ça ne le fait pas rester. Alors il y avait quelque chose d'intéressant dans votre livre aussi, oui. Diomnité avec des défunts. Très souvent, les âmes décédées disent à propos de leurs biens en consultation, de leurs biens. Leur bien matériel, oui, oui. Que ce matériel a fait leur vie. S'il te fait plaisir et que c'est léger pour toi, garde-les. S'il te complique la vie et la rend lourde, vends-le ou donne-le. Oui. C'est une belle histoire, ça. Oui, parce que souvent j'ai des personnes qui viennent et qui me disent mon papa a mis toute sa vie pour construire cette maison, c'était sa fierté, c'était presque son bébé, on peut dire. Et ma maman et mon papa, ils ont travaillé toute leur vie. En fait, je crois que, encore une fois, la personne qui a perdu ses parents et qui est dans le chagrin de ça, on enlève encore le bien matériel peut-être dans lequel elle a grandi et tout ça, c'est difficile, mais eux, dans le monde spirituel, eux, ils s'en fichent. Pour eux, c'était que du matériel, ils n'en ont plus besoin, ça a fait leur vie, ils sont heureux de l'avoir fait, de s'être bagarrés peut-être même pour ça, vous voyez ce que je veux dire, mais une fois qu'ils sont dans le monde spirituel, tout ce qu'ils veulent, c'est le bonheur de ceux qui restent. Vous écrivez aussi que lorsque vous nettoyez énergétiquement un lieu, vous le voyez, quand je suis invitée à réaliser cette démarche, dans plus de 90% des cas, il n'y a pas d'âme du tout. Exactement. Souvent, les gens, ce qu'ils font de leur maison, en termes énergétiques, ils s'en rendent pas compte, mais ce qu'ils font de leur maison, les coincent énergétiquement parlant énormément. Encore une fois, ça devient difficile, on dort plus bien, j'arrive pas à me régénérer dans cette maison, alors que c'est fait pour, hein, une maison, voilà, je jette mon sac par terre, je me jette sur le canapé, je me repose. Hein. Si on peut plus faire ça dans sa maison, c'est que énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, en fait, souvent, je vois quelqu'un qui a acheté une belle armoire, qui l'a remplie. Et quand elle est remplie, à la place de la vider ou de la trier, pardon, eh bien, il rachète une deuxième. Et à la place de trier cette deuxième, il rachète une troisième. Finalement, énergétiquement parlant, ils sont complètement coincés dedans chez eux et se demandent pourquoi ça ne tourne pas. Et en fait, c'est seulement ce qu'ils ont fait de leur lieu ou de leur matériel qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai quand même visité des maisons où il y avait des âmes réellement. Et des alors, qu'est-ce que vous en faites? Alors, je dialogue avec eux parce que pour moi, une âme n'est jamais coincée sur la terre. J'ai perdu cette croyance-là le jour où j'ai dit à un monsieur, mais dis donc, vous êtes coincé, vous voulez que je vous aide à aller dans la lumière? Il m'a bien rigolé au nez, donc c'était une âme qui était dans le monde spirituel, en me disant, mais je suis déjà dans la lumière. Mais vous faites quoi ici? Ben, je fais un travail. Je fais quelque chose pour moi. Ok, d'accord. Alors, si je continue la conversation avec ce monsieur, je lui dis, alors si je peux me permettre, ici, il y a des gens qui habitent et vous êtes en train de les perturber. Et même si personne ne va vous empêcher de faire votre travail que vous pensez juste pour vous ici, mais il faut que vous réussissiez à trouver une énergie qui ne perturbe pas l'humain. Et comme le monde spirituel n'a pas le droit de faire des choses que l'humain n'aimerait pas, eh bien il se remet en question. Il repart souvent. Puis il revient quand il a trouvé la bonne solution pour déranger personne et faire son travail. Bon, eh ben c'est une bonne chose. Troisième et dernière partie de cette Au-delà du miroir, toujours sur la fréquence 98, sur la bonne FM, avec Céline Sommer, qui est médium et guérisseuse. À quoi cela rime tout ça, finalement? À quoi ça rime que ce monde spirituel nous prouve son existence? Pourquoi il fait ça? Moi, je crois qu'il veut nous prouver son existence. Déjà, je dois dire, il aime le faire. Et je pense qu'ils veulent vraiment nous prouver leur existence pour une seule chose, qu'on arrête d'avoir peur de la mort. Et même peut-être mieux, qu'on arrête d'avoir peur de la vie.
Parce que finalement, quand on a peur de la mort, tout ce qu'on vit ici-bas nous fait peur. On est en colère, on se fâche contre toutes les choses qui vont pas sur Terre, on ne regarde pas ce qui va, on est branché toujours sur ce qui va pas et pas sur ce qui va. On regarde notre verre à moitié vide et jamais à moitié plein. Et donc, je pense que le monde spirituel, vous savez, il y a une chanson amérindienne qui est une comment on dit, une chanson qu'on chante aux enfants pour aller au lit. Une berceuse, merci. Il y a une berceuse amérindienne qui dit « La rivière coule, coule jusqu'à la mer. Et dans tes bras bercés, ton enfant toujours serait jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer. » Ça veut dire que les bras du lit de la rivière vont te porter jusqu'à la mer, quoi qu'il arrive. Tu n'es jamais tout seul. Ça, c'est qu'une perception de ton esprit. Tu n'es jamais tout seul. Les bras de la mère Terre qui font un lit pour cette rivière t'emmèneront toujours jusqu'à la mer. Si à un moment donné, il y a même un petit bord cassé puis qu'elle déborde, eh bien, elle va aller dans la terre, le soleil va chauffer, elle va remonter sous forme du nuage, recouler, et elle ira quand même jusqu'à la mer. C'est que des fausses croyances qu'on pourrait louper, rater quelque chose dans sa vie. Et puis la mer, ça peut s'écrire dans tous les sens du terme. Manière. On est bien d'accord. Alors ce monde spirituel qui est invisible, oui. J'ai bien aimé cette façon que vous dites que si on n'y croit pas, c'est comme l'électricité, on peut mettre les doigts dans la prise pour voir si ça marche. Alors comment faire, mettre ses doigts dans la prise dans le monde spirituel pour voir si ça marche? Alors en fait, si vous voulez, c'est simple pour moi. Il y a déjà quelque chose qu'on dit. Nous, ici sur Terre, on dit « je veux le voir pour le croire », n'est-ce pas? Eh bien, avec le monde spirituel, c'est le sens inverse. Il faut le croire pour le voir. Alors déjà, au moment où c'est que vous mettez à croire qu'il existe un monde spirituel et que vous avez envie de le tester, vous avez déjà dit à vos guides, même si vous ne savez pas qui c'est, que vous étiez prête à essayer ou à expérimenter quelque chose. Et c'est eux qui vont trouver le moyen de venir vous faire des expériences. Pour peu que vous leur laissez du temps, pour peu que vous leur laissez un peu du temps et de la qualité aussi, quelque part, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez évoluer avec eux. Parce que c'est sûr que si on veut travailler avec eux, eh bien, il faut quand même avoir un certain temps. Et je ne peux pas dire je veux travailler avec le monde spirituel et jamais le faire, quoi. Alors vous donnez des ateliers, au départ vous donniez des guérisons publiques. Ça existe toujours, ça fait 20 ans que ça existe. Vous les faites où? Je l'ai fait dans mon atelier où je reçois des personnes tous les jours en consultation. Et c'est 2 fois par mois, pardon. Et puis je reçois donc les personnes qui ont envie de venir recevoir de l'énergie de guérison. Qui, ceci dit en passant, n'est pas toujours parce qu'on est malade. On peut simplement avoir envie de recevoir de l'énergie parce qu'en ce moment, je suis un peu lourd, ou parce qu'en ce moment, j'en ai pas trop, ou parce que je passe des examens. Ou vous voyez, c'est pas toujours de la maladie. Alors ça se passe comment? Il y a combien de personnes? C'est variable? Non, on est toujours 5 à 6 guérisseurs, plus une personne qui reçoit les gens à l'entrée, pour si jamais les gens ont quelques questions, qu'ils puissent quand même s'adresser à quelqu'un, parce que comme nous, les guérisseurs, nous sommes dans un état de conscience modifié, on ne se met pas à parler aux personnes qui viennent. Nous, on reste juste dans cet état de conscience modifié pour transférer l'énergie de guérison. Donc, on n'a pas vraiment l'opportunité de faire quelque chose comme un dialogue, et ce ne serait pas le lieu et pas très chouette au milieu de public de commencer de parler de choses privées. Donc les gens qui viennent ont vraiment l'habitude, ils savent que c'est pas pour avoir des informations, c'est pour recevoir de l'énergie de guérison. Et pour moi, l'énergie de guérison, elle est holistique. Tout de la personne va recevoir l'énergie. Donc c'est 2 fois par mois, il faut s'inscrire? Non, c'est tout à fait gratuitement. C'est public. C'est d'ailleurs n'a de nom de public que le fait que c'est ouvert au public. Après, chaque personne qui vient, dès qu'il y a un guérisseur ou une guérisseuse de libre, elle reçoit sa guérison de manière unique. D'accord? Donc les personnes viennent. Pendant le laps de temps qui est ouvert, ça peut durer 10, 20 minutes, peut-être une demi-heure. Des fois, les personnes restent encore un peu avec nous pour un peu encore rester dans cette énergie. Les gens sont libres. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent me faire un SMS. Les jours de guérison publique, c'est aussi des guérisons offertes pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et qui sont loin. Et qui sont loin, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, ça ouvre ce service à tout le monde. Quand j'ai décidé de vivre de la médiumnité,
Bien sûr, moi j'ai été élevée, si tu as un don, donne-le. Oui. Et oui, et Stephen Upton m'a dit un jour très adorablement, il m'a dit, bah oui Céline, il n'y a pas de problème, tu peux aussi mourir de faim si tu as envie. Ou bien alors, il me dit, je t'ai une autre possibilité, tu pourrais travailler le jour et la nuit. Hein, ce serait chouette, qu'il me dit. Puis j'ai dit non, il y a un non-sens. Il a fallu que j'accepte de me donner une valeur. Alors au moment où j'ai accepté ça, j'avais quand même une chose que j'étais pas en accord. Je voulais quand même que ce service puisse être ouvert à d'autres qui n'avaient peut-être pas les moyens ou qui ne pouvaient pas se déplacer ou je sais pas quoi. Et donc ça a été ma solution. J'ai dit je vais faire ça. Je vais organiser des sessions de guérison publique parce que en Angleterre, il y en a plus de 1000 dans tout l'Angleterre chaque semaine, d'accord? C'est tout à fait courant chez eux. Et en France, on n'a pas ça. Voilà. Et donc j'ai organisé ça et ça fait 20 ans que je fais des guérisons publiques et voilà. Donc vous avez choisi les autres guérisseurs comment alors? Eh bien, il y a des gens avec qui je travaille depuis 20 ans. Qu'on s'est rencontrés dans le collège de Arthur Findlay et qui sont restés des amis chers à mon cœur et c'est toujours bien parce qu'on est un peu éparses, alors ça nous permet d'avoir un temps aussi pour partager entre guérisseurs parce qu'on est un peu isolés sinon. Et puis depuis le temps je forme des personnes et le fait de former ces personnes, à un moment donné il y a aussi toute une équipe qui était prête à donner de la guérison et donc voilà. C'est toutes des personnes soit avec qui je travaille depuis 20 ans, soit qui sont formées donc chez moi. Comment on peut vous rejoindre sur cette guérison publique? Alors il faut qu'ils aillent visiter mon site internet. Mon site internet c'est www. Céline Boson Sommer en un mot. Céline Boson. B-O-S-O-N, comme le boson de Higgs, oui. Sommer, S-O-2-M-E-R.ch ou .com. Et là, vous aurez toutes les informations. Ok. Et vous aurez de quoi faire des SMS. Donc, est-ce qu'il faut se protéger? Du monde spirituel? Non. Oui. Des humains? Oui. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, quand je donne des cours, les gens ont toujours très très peur. C'est du monde spirituel, mais en fait, le monde spirituel, lui, va toujours vous apporter le meilleur. D'accord? Et puis, par contre, imaginons qu'on est dans un cours de 15, 20 personnes et qu'il y a quelqu'un qui a un rhume, il peut le donner à tout le monde. Alors moi, à chaque fois que je donne des cours, je ne mets pas une protection, je n'aime pas utiliser ce mot parce que ça voudrait dire protection égale danger, on n'est pas en danger, mais je laisse les personnes uniques, qu'elles puissent rester uniques comme elles ont envie d'être. Et moi, j'avais décidé que je ne voulais pas de microbes ce jour-là, donc... Oui, on n'est pas obligé de courir derrière. Voilà. On attrape un rhume. Voilà, vous comprenez. On court derrière. Et vous savez pourquoi vous pouvez recevoir quelque chose de négatif? Parce que ça, c'est intéressant de dire. Pourquoi vous pouvez recevoir quelque chose de négatif d'un autre humain? Parce qu'on l'accepte. Exactement. Vous êtes ouverte à croire que c'est possible. Et c'est comme ça que les choses négatives entrent dedans vous. On termine sur l'intuition. Oui. Le mot intuition repose sur un malentendu, vous dites. Oui, le mot intuition est un nom populaire et chaque fois qu'on utilise le mot intuition, eh bien, on a la sensation que c'est une personne qui a été en contact avec le monde spirituel. Mais c'est seulement un nom populaire. En fait, quand on est en contact avec le monde spirituel, on est en inspiration. Et c'est une dame fabuleuse qui m'a expliqué ça et c'était tellement une explication très claire que je l'ai gardée parce qu'elle me convient. Elle s'appelle Maria Elisa Hurtado Gracier qui a traduit la technique Ho'oponopono en français. Et j'ai dit, ah voilà, ça c'est l'explication que j'arrive à apprendre et à comprendre. En fait, si vous voulez, en plus, l'intuition, elle sort de notre tête. C'est notre tête qui a produit une pensée. Alors que l'aspiration, elle vient dedans nous. D'accord? Donc c'est déjà deux actions différentes. Alors l'intuition, elle est toujours accompagnée d'une émotion, puisque c'est notre tête qui la produit. Quand notre rationnel, là où tout se construit, décide par exemple de vous faire avancer d'un pas, eh bien vous avez une émotion qui va avec pour faire ce pas en avant. D'accord? Donc chaque fois que votre rationnel dit quelque chose, votre émotionnel, lui, il va faire la sensation émotionnelle dans votre corps qui accompagne cette pensée. Alors que quand ça vient du monde spirituel, il y a zéro émotion. Zéro. C'est comme une ligne constante, toujours la même énergie. Elle est forte, elle est puissante, ok, mais c'est très calme et très posé. C'est une énergie toujours la même. C'est pas la réponse à c'est pas une réponse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on a une émotion, c'est une réponse à quelque chose. Exactement. Oui, c'est juste. Ok. Alors dans ce livre, dans cet ouvrage En vie,
qu'on retrouve, le mot envie, on le retrouve partout dans le livre. Oui, vous savez pourquoi je l'ai appelé envie? Oui, parce qu'il faut avoir envie de vivre. Ben, en fait, si vous voulez, j'ai observé tout au long de ma formation de médiumnité, qui va continuer encore toute ma vie, mais que si je faisais des choses qui me faisaient envie, j'étais en vie. Oui. Donc ça s'est imposé à moi. Donc il sera écrit toujours dans la même manière, Oui. E-N-V majuscule I-E. Donc dans cet ouvrage Envie, nous traitons du respect de soi, Oui. dans son corps physique, psychique et spirituel, le but étant de développer nos dons et aussi de vivre en paix. Les Oui. pieds sur terre porteront nos pas sur la voie. Donc cette estime de soi qui fait qu'on peut déjà essayer de se regarder dans un miroir, puisque c'est le titre de l'émission, et de s'aimer déjà. C'est Absolument. pas toujours évident. Hein. Vraiment, de même, on peut se mettre tout nu et d'aimer ce qu'on est ou ce qu'on est devenu. Exactement. C'est un bel exercice. C'est un bel exercice, il est fort à faire, mais il est tellement puissant pour sa force personnelle. S'accepter tel qu'on est. Exactement. Mais on n'a pas, tous les jours on n'a pas gagné encore, hein. mais on tend à toujours un peu plus. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission? On a parlé du Père Brune, on lui redit un coucou. J'aimerais que vous me parliez du jeu de la pomme et du chibre. C'est des jeux suisses, allez, faites-nous un peu. Allez. C'est quoi le jeu de la pomme? Alors en fait c'est un jeu de cartes à 36 cartes. Nous avons seulement 36 cartes dans notre jeu en Suisse. Et en fait c'est un jeu comme, on va pas dire de bataille, mais c'est exactement comme votre jeu à vous, comment vous appelez ça, où vous avez 50, je sais pas combien de cartes. 56. Voilà. Comment vous appelez ce jeu à deux équipes? Vous pouvez être 4. Le tarot? Ouais, le tarot. Sauf que nous, on n'a pas des lames qui reviennent par-dessus, mais c'est un peu le même principe. Votre tarot est beaucoup plus complexe. Nous, c'est un truc très simple, mais on se marre bien. C'est un peu comme la bataille, c'est-à-dire le roi prend la... Ah ouais, mais il faut quand même... La bataille, pour moi, il n'y a pas de stratégie. Tandis qu'à la pomme, il y a de la stratégie. Et en fait, on dit la pomme, en Suisse, on dit c'est un jeu de méchant. Parce qu'il faut vraiment mettre l'autre pomme. Il ne doit pas faire 21 points pour gagner. S'il n'a pas fait 21 points, non seulement vous gagnez la partie, mais vous gagnez le point de l'autre. Alors, c'est un jeu de méchant. Et l'autre, là, le chiffre? Le chibre, c'est comme votre tarot. On joue aussi à 4. Ou 5, le tarot. Ou 5, ou 6. On peut jouer à beaucoup aussi. Avec même 2 jeux. On peut en mettre tout à coup 2 jeux de 36 cartes chez nous. Et si on est une plus grande équipe, c'est aussi, c'est le même jeu que la pomme, en plus complexe, parce on a un partenaire, il faut essayer de se comprendre et de savoir quelles lames sont déjà tombées. Bon, j'aurais aimé parler de ce tout petit canton dont on a parlé ensemble dans le RER, que je ne connaissais même pas, qui parle une langue qui sont les seuls à parler. Oui. Ah, c'est qu'en Suisse, on a des spécificités de langue. Comme vous savez, on a le français. On a le suisse allemand, on a le suisse italien. Et attention, n'allez pas dire à un suisse allemand qui parle allemand, il parle suisse allemand. N'allez pas dire à un suisse italien qui parle italien, il parle suisse italien. Et on a ce fameux canton des Grisons qui parle romanche, qui est un doux mélange entre le français, entre le suisse allemand et le suisse italien. C'est très joli. C'est des gens très chaleureux, ils vivent dans un canton qui a des belles montagnes, mais on a des belles montagnes partout en Suisse. Je suis désolée de dire ça, mais elles sont belles partout. Au moment où c'est que vous êtes à côté d'une montagne, vous avez sa force. C'est comme si vous êtes à côté de la mer, vous avez sa force. C'est toujours des belles énergies, n'est-ce pas? C'est des immensités d'énergie très puissantes. Et oui, ils ont vraiment des belles montagnes. Je crois qu'ils ont des montagnes très préservées, je trouve. Une belle nature. Et une langue aussi. Une langue qui est préservée, oui, ils la gardent et ils ont raison, je trouve. Ça fait leur identité culturelle. C'est très chouette, mais comme les Suisses italiens et comme les Suisses allemands et comme les francophones, on a notre identité culturelle qui vont avec ça. Est-ce que la Suisse fait partie de l'Europe? Non, elle ne fait pas partie de l'Europe, mais elle a des conventions avec l'Europe, ça nous enquiquine bien parfois d'ailleurs. Ça nous fait payer des trucs très chers. Bon, Céline Sommer, SO2MER, médium guérisseuse, envie. Vous la retrouvez sur célinebozonsommer.ch. Une phrase pour terminer l'émission. J'ai adoré venir vous rencontrer. Vous adorez Paris, il fait beau là. Il fait beau, on est à Paris, je vais me balader tout le reste de la journée, ça va être chouette. Je vais peut-être aller voir quelqu'un qui est malade. Et vraiment, je suis contente d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Et ça a été laborieux. Soyez qui vous avez envie d'être. J'ai eu un peu de mal à vous avoir, mais finalement... C'est vrai, on a mis du temps. Oui. Mais finalement, quand on veut quelque chose, on l'a. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est la même chose que je voudrais finir.
Quand on veut quelque chose, continuons, allons jusqu'au bout. Même si on fait des petits pas de souris des fois et des pas de géant, c'est égal. Continuons simplement dans la tranquillité et ça va se faire. Même si on nous dit non 50 fois, la 51e, Peut être la bonne. on nous dira oui. Oui, parce que si vous sentez que c'est ça qui est juste pour vous, je crois que ça s'ouvrira. L'énergie, elle fera que ça s'ouvrira de toute manière. Merci beaucoup Céline Sommer. Merci à vous. Merci.